Tiens, le plaisir de l'écriture, c'est arrivé comment? Euh, hmm, Je pense que c'est arrivé dans mon souvenir en cinquième. Cinquième en France, on avait le droit de faire des rédactions libres. C'est-à-dire Oui. qu'on allait donner un sujet, et encore pas de sujet, et puis on devait raconter une histoire, et je me suis souvenu que j'ai rendu ma copie, et j'étais pas tellement soucieux de savoir si j'allais avoir une bonne note. J'étais soucieux ce jour-là, et c'est marqué, de savoir si l'histoire allait intéresser la maîtresse. Est-ce qu'elle allait avoir envie de connaître la suite? Est-ce qu'elle allait prendre du plaisir à lire, tout simplement? Et je lui ai rendu, et puis après, je lui ai posé la question, et elle m'a répondu de manière un peu détournée, sauf que elle m'a énormément poussé ensuite à écrire, peut-être un peu trop, parce que est venu un moment où je faisais des jeux de rôle aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des histoires qu'on se raconte entre amis de manière interactive, on va faire ça comme ça, avec des personnages qu'on invente au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire. Et j'étais assez bercé par ça, et lors d'une rédaction libre, je pense que je suis allé assez loin dans l'imaginaire, et la même maîtresse que j'adore a appelé mes parents en disant j'aimerais vous voir parce que je trouve que Nicolas va un peu loin quand même dans ces histoires. J'ai fait ça avec une jeune fille. Hein. Puis là derrière, sa photo, elle est psychiatre Ah maintenant. oui. Hein. Je Ben veux voilà. dire, non, mais c'est très important cet exercice intellectuel lorsqu'on est jeune. Hein. Ouais, oui, mais, C'est amusant à observer. Quoi. mais ça peut faire peur à certains profs et Oui. demander ce qu'il a toujours les pieds sur terre. Voilà. Oui, il a les pieds sur terre, mais c'est bien qu'il aille dans l'imaginaire, c'est très bien. Et cette maîtresse, après, elle nous a appris à lire, elle nous a appris à regarder comment les écrivains, justement, faisaient pour raconter leurs histoires. Elle m'a appris à faire des exposés, à faire même du journalisme et autres. Et pour l'anecdote, il y a quelques mois, on m'a demandé si je voulais écrire un texte en référence à un professeur qui avait compté. C'était en hommage à Samuel Paty, et j'ai choisi cette maîtresse, Madame Bratelli, en cinquième. C'est vrai qu'on a souvent un maître Ben oui, qui marque. mais sauf que je suis pas sûr qu'elle en était consciente, mais je me souvenais de tous les livres que j'avais lus avec elle, La Perle de John Steinbeck, c'est avec elle que j'ai découvert Steinbeck aussi, j'avais fait mon premier exposé sur Rabelais, je me souviens de tout, et je me souviens d'aucun autre prof de français quasiment, je me souviens que d'elle. Et personne qui était très âgée aujourd'hui, alors j'ai quand même regardé sur internet, je me suis dit j'ai écrit comme un texte pour la remercier, on ne sait jamais. Je l'ai retrouvé, et elle m'a appelé parce que je n'ai pas pu tomber sur elle tout de suite. C'était excessivement émouvant parce que je lui ai dit, voilà, si aujourd'hui j'en suis là à faire ce métier, c'est en partie vraiment grâce à vous, parce que vous m'avez laissé dire les choses et puis vous m'avez appris aussi. Et elle était émue aux larmes parce que elle me dit non mais c'est pas vrai, c'était certainement déjà en vous, et puis et à la fois vous pouvez pas me faire un plus grand plaisir. Elle est très âgée hein, maintenant cette dame, mais je suis pas sûr qu'elle ait eu beaucoup de retours sur l'accomplissement qu'elle avait pu permettre à certains enfants. Voilà, donc ça a été une belle histoire. Oui, un très beau souvenir. Hein, Ouais. très beau souvenir. Ouais. Les premiers écrits chez un éditeur, ça se passe comment là? Avant d'écrire Le Cri qui est derrière nous, j'ai écrit un autre livre qui a été édité chez Michel Lafon sous un pseudo. Le pseudo c'est Nicolas Sker. J'étais encore présentateur à M6 en France, et donc je voulais pas tout mélanger, j'avais pris ce pseudo. Ça a été compliqué parce que c'était un petit éditeur, et puis finalement il m'a fait beaucoup retravailler à juste titre le texte, puis finalement il a fait faillite, il m'a dit mais je te laisse pas tomber, je vais être ton agent, et il m'a aidé à trouver Michel Lafon par la suite, et donc j'ai eu la chance de sortir ce livre qui s'est vendu à 4000 exemplaires, ce qui n'est pas suffisant pour vivre mais qui était honorable. Et après Michel Lafon m'a dit on veut un second livre. C'est là que j'ai inventé ou créé Le Cri. Et puis ils m'ont pas répondu quand je leur ai envoyé le manuscrit, puis c'est passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, et je leur ai dit bon voilà, ça ne va pas être possible, je ne sens pas, donc j'ai quitté mon éditeur et je suis parti en chercher un autre. Et j'avais aussi quitté mon CDI à M6 à ce moment-là, donc j'étais en reconversion totale, et je l'ai envoyé à plein d'éditeurs. Je vous fais court, mais je voulais XO, voilà, parce que je savais que ce serait un éditeur qui pourrait potentiellement me permettre de vivre aussi de ce que j'écrivais. Et je leur ai envoyé, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui on veut vous voir et tout. Alors j'ai dit à ma femme, quelle merveille, c'est gagné, on peut y aller.
Donc je suis allé à la Tour Montparnasse, 47e étage, c'est chez l'éditeur Bernard Fixot et ils me disent bah, en fait on a lu votre histoire, on aime beaucoup votre histoire mais vous ne savez pas écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et puis ils ne me disent pas plus, je me dis est-ce que vous voulez que je réécrive 50 pages? Oui si vous voulez, mais en l'état on ne publiera pas. Donc je retourne chez moi, je réécris les 50 pages en essayant de mieux écrire, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je leur renvoie et puis là se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans réponse, 1 mois sans réponse, 2 mois sans réponse, 3 mois sans réponse. Bon c'était infernal. Finalement ils me rappellent en me disant non mais en fait on veut vous revoir et tout. Je dis à ma femme c'est génial et tout, bon allez hop on y va. J'étais fébrile quand même et donc voilà j'arrive au bureau et ils me disent on a relu c'est pire. Vous avez fait, ça va pas. Je leur dis bon voilà j'en peux plus, qu'est-ce que vous appelez qui est pire, qu'est-ce qu'il y a? Mais non mais c'est pas l'écriture, c'est votre personnage principal, vous voulez aller trop vite, vous êtes travaillé en télévision, on n'a pas le temps de placer le personnage, vous êtes dans un livre, prenez votre temps, etc. Et je dis ah mais ça je comprends, oui ça me fait écho à quelque chose. Et donc je suis revenu chez moi, j'ai viré les 50 pages, j'ai tout réécrit ex nihilo pour mieux présenter mon personnage de Sarah. Et je leur ai renvoyé et là ils m'ont rappelé 2-3 jours après, ils m'ont dit écoutez on adore, c'est formidable, si vous êtes toujours d'accord on signe. Et après on est parti dans une collaboration qui a été vraiment à la hauteur de ce que j'espérais. Ouais. Le lecteur lambda, qui n'a pas encore découvert Nicolas Beuglet, tombe sur le dernier ouvrage. Qu'en pensez-vous? Parce que je ne connais pas Nicolas Beuglet. Vous le connaissez, mais vous démarrez avec quelque chose qui laisse pour le lecteur lambda beaucoup d'interrogations. Quelles ont été vos interrogations? Parce que justement apparaissent dans le courant du récit des personnages que vous présentez avec un passé lourd, mais que nous découvrons. Mais c'est ça qui est amusant, c'est que il y a pas mal de personnes, j'ai déjà des retours de lecture justement sur Le Passager sans visage, avec des personnes qui n'ont pas lu le dernier message, donc le livre précédent. Et ma plus grande satisfaction, c'est qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de lire le précédent et même de savourer, de découvrir l'histoire à l'envers. Ça c'est amusant, et c'est de se dire waouh, tiens, comment je vais refaire les fils, ah oui donc c'était ça et tout. Et finalement le plaisir d'un lecteur il est là-dedans aussi, il est dans l'action et dans le fait que lui-même puisse réfléchir et faire son petit puzzle. Donc je pense qu'il peut y avoir ce plaisir-là. Mais ce plaisir-là, on l'a que si moi j'ai réussi à vous donner envie d'en savoir plus. Voilà, c'est tout ce que j'espère, et de vous dire, ce personnage-là, il m'a suffisamment intrigué, l'histoire aussi, pour que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avant et comment il en est arrivé là et qu'est-ce qui me cache. Oui, mais enfin c'est un risque. Ouais, c'est un risque, effectivement, c'est tous les risques des livres à suite, mais moi pour le moment, quand je crée un personnage, en tout cas, je le crée pour qu'il existe sur plusieurs générations ou plusieurs livres. Peut-être que ça ne sera pas le cas, mais je me souviens du tout premier éditeur qui m'avait dit tu dois donner sa chance à n'importe quel personnage, même au serveur qui est croisé dans un restaurant et qui même pas un 4e rôle, qui a un 5e rôle, tu dois lui donner une chance d'exister si un jour tu dois le réutiliser quelque part. Alors pour le personnage principal, c'est encore plus ça. On ne crée pas quelqu'un, moi je ne crée pas un personnage pour qu'il existe une fois. Oui, mais on peut, je pense, avec le même personnage, clôturer une histoire et le faire réapparaître sur une nouvelle action. Or ici, il y a une prolongation dans quelque chose de près. C'est le seul, vraiment, le Passager sans visage qui a ce lien avec le livre précédent. Et c'est un risque que, vous avez raison, que je me suis autorisé à prendre que maintenant. C'est-à-dire dans Le Cri, dans Complot et dans L'Île du Diable, qui est la trilogie précédente avec une autre héroïne, les histoires étaient un peu plus cloisonnées, même si on suivait l'héroïne, elles étaient un peu plus cloisonnées. Là, j'ai décidé de prendre ce risque, peut-être parce que je suis un peu plus installé et que je me dis que il y a pas mal de gens qui ont déjà lu le précédent et que... Ah non, il y a une partie du lectorat qui a lu le précédent, maintenant c'est toute la suite qui va arriver. Il faut faire remonter, je vais dire, les ventes d'une façon exponentielle. Ouais. Donc, je vais dire par là, bon, c'est un petit peu l'expérience du libraire que j'ai été, qui dit, lorsque j'ai un client qui vient pour me demander un ouvrage, vous pouvez être sûr que l'autre est en pile à côté en format poche ou en format précédent, mais il sortira avec les 2 ouvrages. Mais j'aurai un peu de scrupule à lui présenter rien que celui-là s'il n'a pas lu l'autre. Bah, tant mieux. Vous comprenez, donc il y aura 2 ouvrages qui partiront parce que je trouve qu'immanquablement ils doivent aller ensemble. Ça c'est un petit peu... Mais ça n'a pas été pensé comme ça. Ah, mais
mais j'ai rien contre le fait que vendre des livres c'est bien, hein, j'en suis ravi. Hein. Non, mais que soyons pas hypocrites hein, là-dessus. Moi je suis heureux de vivre de ce que je fais. Hein. Donc tant mieux qu'il y ait ce réflexe-là de la part des libraires, voilà, c'est parfait. Mais il faut quand même que... C'est dans la construction, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors on va parler de on vient de parler de la construction, je ne vais absolument pas parler du sujet, mais je trouve que dans la construction du livre en tant qu'histoire, il y a facilement 2 histoires, si pas 3, qui auraient pu donner naissance à 3 ouvrages différents. Ouais. C'est vrai qu'on va parler d'une première problématique que je ne vais pas citer, qui est ce qui s'est passé avec des jeunes gens, je n'en parle pas. Il y a ce monde, je vais dire, un peu obscur, des puissants, des nantis, et alors il y a le 3e monde que vous abordez à la fin. Ouais. Mais c'est 3 choses différentes. Ouais, alors... Or, c'est ça un petit peu que à la lecture, je me suis dit, et là je viens reprendre quelque chose que vous avez cité, qu'on vous a fait une remarque au plus tôt, est-ce que cette dernière partie n'est pas trop fouillée que pour se retrouver en dernière partie, plutôt que de constituer un roman lui-même? Oui, alors peut-être que c'est un risque, peut-être que c'est un ressenti. Moi, c'est un vrai choix, c'est-à-dire que ma promesse pour le lecteur, c'est de dire vous allez avoir une première réponse et vous vous dites le livre est terminé, je ne peux pas aller plus loin. Puis en fait, il vous reste 200 pages. Donc, qu'est-ce qu'il va me raconter? Ah, mais il m'emmène ailleurs, un peu plus haut. Tiens, bon, je suis arrivé à ce niveau-là, ça doit être terminé. Ben non, moi je voudrais aller vous emmener encore plus haut. Et en fait, je commence toujours l'écriture par la fin. C'est-à-dire que je ne commence un livre que, je ne consomme pas d'ailleurs par la fin, mais je commence que lorsque j'ai la fin et que j'en suis satisfait. Parce que je pars du principe que, au début, je vais attiser votre envie de savoir. Et si à la fin, je ne vous délivre pas une réponse qui me semble être à la hauteur des attentes, j'ai tout raté. En tout cas, moi, je serai le premier déçu. Donc, effectivement, il y a cette sensation-là, mais c'est le cas dans tous les autres livres aussi. C'est un équilibre qui n'est pas toujours évident à tenir, mais sauf que quand vous dites que ça aurait pu faire l'objet d'un autre livre, la dernière partie, moi pour le 3e, donc celui qui suit celui-là, j'ai autre chose à raconter qui va plus loin encore. Voilà. Donc pour certains, c'est quelque chose qui va peut-être parfois trop vite, pour la grande majorité, c'est quelque chose qui les nourrit et qui les surprend au cours de la lecture et qui leur fait dire « Ah oui, ça je savais pas, ah oui, voilà. Et ça va jusqu'à la fin où ils se disent « Je ne pouvais pas imaginer que quand j'ai commencé le livre, je partais de là, j'allais arriver là-haut. Voilà. » La découverte de la couverture va aussi souffler. Parce que là aussi, habituellement, lorsqu'on découvre un ouvrage, il y a le titre qui est porteur, il y a la couverture qui est un miroir du titre aussi, du récit qu'on entame après 25, 50, 100, 200, 300 pages. Mais ici, je me dis, mais quand est-ce que je vais monter dans le train? Donc voilà. Bon, ça c'est un petit peu le côté amusant. En ce qui concerne le personnage principal, je trouve qu'on a affaire à un personnage incroyable, qui a subi tous les affres de la vie qu'on peut imaginer, et malgré tout, elle fait un métier qui est un métier dur, qui est un métier où elle va mettre le pied, je veux dire, ou le doigt dans un engrenage peut-être épouvantable. C'est ce qu'elle fait. Mais parce qu'elle n'est pas libre, c'est un personnage qui n'est pas libre, c'est un personnage qui est travaillé par un passé déjà terrible, sombre, mais surtout sur lequel il y a beaucoup de doutes. C'est-à-dire que non seulement elle a souffert, mais en plus elle ne sait pas vraiment qui est responsable de cette souffrance, y compris des gens qui étaient très proches dans son entourage, à savoir ses parents. Et comment on peut se construire comme ça? Donc Grace Campbell, qui est l'héroïne, elle a eu des problèmes de surpoids, elle a perdu son poste à la police parce qu'elle avait raté une enquête, parce qu'elle était incapable de courir après un suspect. Bon. Et elle a été rétrogradée et elle est mal dans son corps. Et donc, dans le dernier message, qui est le précédent, on la prend au moment où elle va avoir l'opportunité de prouver qu'elle essaye de redevenir quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est cette construction. Et à la fin du dernier message, elle a retrouvé suffisamment confiance en elle pour se dire maintenant, j'ai confiance dans mon corps, j'ai confiance dans ce que je suis, mais il y a toujours cette faille en moi, et cette faille, elle est derrière une porte blindée de son salon, qu'elle ne veut pas ouvrir, parce que derrière cette porte, il y a une pièce dans laquelle elle a casé, rangé, caché toutes les informations et toutes les données sur ce passé terrible, et elle ne veut pas y aller. Sauf que là, elle se dit, je suis assez forte, je peux peut-être commencer à affronter ça.
Et voilà, c'est le chemin vers la vérité, c'est toujours pareil, ce chemin, Je trouve que le personnage que vous avez conçu est bien développé, est bien amené, et je dois dire, on comprend le pourquoi qu'elle ose, à un moment donné, ouvrir cette porte. Parce qu'on la sent forte, effectivement. Ouais, mais parce qu'en plus, elle se dit, voilà, j'ai le choix, je n'ouvre pas la porte, bon ok, je reste dans mon petit confort, je vis seul, j'ai pas d'amis, j'ai pas de mari, j'ai pas de famille quasiment, je vis avec mes livres, mais je survis en réalité, et voilà, c'est ce choix qu'on fait peut-être tous entre le confort et la vérité à un moment. Bon, elle le fait, et là, forcément, ça va faire mal, elle va être très fébrile, surtout que ce qu'elle va découvrir est pire que ce qu'elle imaginait. Et là où ça devient, pour moi, intéressant aussi en tant qu'auteur, c'est que son histoire personnelle de Grace Campbell, elle va être rattachée à un scandale qui est probablement le plus impensable et le plus fou de ces 20-30 dernières années à mon avis, parce qu'on n'en a pas entendu parler, et qu'il est impensable parce que c'est l'inversement total des valeurs, et son histoire personnelle, Grace, va être rattachée à ça. Et ça m'intéresse de tricoter mes personnages dans le réel, dans les faits réels. Le chat, c'est son chat ou bien c'est un chat qui est de passage? Non, vous inquiétez pas. Chala, en fait, il est un peu le fil conducteur aussi de l'évolution sentimentale de Grace. C'est-à-dire qu'au début du livre, elle refuse même à ce chat qui vient la solliciter à sa porte, à sa fenêtre. Elle veut pas de mal, mais il veut rentrer, il aimerait être son ami. Et elle lui dit non, un, je vais te décevoir, deux, je pourrais pas m'occuper de toi. Et puis j'ai dit que je m'attachais à personne. Et puis à la fin du livre, il y a le chat qui revient et elle réagit différemment. C'est un personnage principal. Moi je l'adore. Je l'adore. Et le regard un petit peu qu'il lui lance. Oui, ça m'a beaucoup amusé de commencer le livre sur cet échange muet entre cette femme et ce chat, parce que ça me permettait de la présenter dans son humanité et à la fois dans ses failles. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pas quelqu'un de méchant, au contraire qui a de l'empathie, mais qui est quand même très dur vis-à-vis d'elle-même. Et je trouvais que c'était une bonne manière de dire, voilà avec qui vous allez voyager. J'ai piqué ça pour faire ma chronique. Je pense que ça démarre ma chronique un petit peu ce regard là-bas. Tout à fait. Eh bien Nicolas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je pense qu'on est tenu chacun par un timing qui est assez serré. Oui. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la promotion de l'ouvrage. Merci. Et au plaisir de vous retrouver tantôt chez Filigrane. Oui, à tout à l'heure. En dédicace. Ça marche. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Ça.